Merci beaucoup, Yves. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Ici, c'est le matin. Puis moi aussi, je suis en conseil municipal, mais j'ai une petite dérogation. Là, puis comme on est en virtuel, je suis avec vous plutôt qu'avec mes collègues. Mais bon, on tente de faire plusieurs choses en même temps. Mais je trouvais ça tellement intéressant et important d'entendre ce qui se passe ailleurs dans le monde et de vous présenter ce que fait Montréal. Donc, Montréal, vous le savez ou peut-être pas, mais on a une mairesse pour la première fois de la ville de Montréal en 375 ans, qui est Madame Valérie Plante, et qui avait, en campagne électorale, annoncé un budget participatif. Et donc, et moi, quand je me suis présentée aussi à la mairie d'Onsic-Cartierville, qui est un des 19 arrondissements de Montréal, j'avais aussi parlé d'un budget participatif. Donc, c'est dans ce contexte-là, on l'a bien vu tout à l'heure, qu'il faut une motivation politique très forte pour arriver avec un budget participatif. Donc, pour vous dire un peu, là, la ville de Montréal, vous situez, alors je n'ai pas mis de carte et de belles photos, mais vous pourrez aller sur Internet par la suite. Montréal, en fait, c'est peut-être méconnu, mais c'est la plus grande ville francophone d'Amérique. Donc, on est encore très présent, les francophones en Amérique, avec l'ancrage montréalais. 1,7 million d'habitants pour la ville de Montréal. Par la suite, je vous parlerai d'échelle aussi. Alors, Montréal, on a une organisation politique assez particulière parce que la ville est formée de 19 arrondissements qui euh, ont des compétences très particulières. Et par exemple, moi, comme mairesse d'un arrondissement, je suis élue au suffrage universel. Donc, dans les 19 arrondissements, les élus sont élus au suffrage universel des arrondissements et ensuite, nous nous regroupons pour former le conseil municipal de Montréal. Et nous avons aussi une échelle au-dessus qui s'appelle l'agglomération de Montréal et qui est en fait l'île de Montréal. Donc, et là, c'est ce que je vous ai mis ensuite, la ville occupe là, environ 75% du territoire de l'île de Montréal. Alors, on se ressemble un peu peut-être avec les villes du Nord, nos défis climatiques. Ben, oui, il y a quand même des inondations, en fait, de plus en plus, mais on est vraiment dans tenter de réduire les changements climatiques et puis de s'adapter. Donc, on a un plan climat à la ville. On souhaite aller vraiment de plus en plus vers la mobilité durable pour réduire les gaz à effet de serre. On a un objectif qui est très, très ambitieux de réduire de 55 d'ici 2030, donc avec les véhicules municipaux, mais évidemment avec l'ensemble de la population, d'aller beaucoup plus vers les transports actifs et collectifs et de délaisser la voiture, ce qui n'est pas si évident que ça, on est en Amérique du Nord, de créer des quartiers exemplaires justement pour qu'on puisse avoir une mobilité douce dans nos quartiers. Donc, au niveau de la consommation aussi, réduire la consommation, recycler. On construit un centre de compostage, de biométhanisation aussi pour gérer les déchets. Protéger la nature, Montréal est une ville verte, on a de la chance, mais on veut faire plus, donc on veut plus d'espaces protégés, on veut encore plus d'espaces verts. On a un objectif de 25 de canopée sur la ville de Montréal au complet. Et bien évidemment, on travaille aussi là, sur la consommation énergétique de nos bâtiments. Mhm. Donc, on peut passer. Voilà. Alors, nous, on souhaitait faire le budget participatif dans notre premier mandat qui se termine le 7 novembre 2021. Donc, il a fallu lancer le premier budget participatif en plein temps de COVID. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on y va ou pas? Euh, Effectivement, moi, je suis aux deux niveaux, là, donc je suis aussi au comité exécutif de la Ville de Montréal, mais comme mairesse, j'avais déjà une expérience de budget participatif parce que l'année précédente, je l'avais lancé dans mon arrondissement. On travaille aussi avec une organisation qui nous accompagne, qui avait de l'expérience. Donc, on s'est dit, oui, on veut y aller. On ne peut pas tout mettre de côté non plus parce qu'il y a la COVID. Et justement, parce qu'il y a la COVID, il y a des choses qui sont devenues plus claires, en tout cas à Montréal. On l'a vu, la question des parcs, d'avoir des parcs pour que les personnes puissent aller prendre de l'air. Le domaine public est devenu très important. On a parlé aussi beaucoup d'alimentation, beaucoup de personnes marginalisées aussi. Et nous avons décidé donc de faire, et notre mairesse en parle toujours, et vous en avez parlé dès le départ, à Montréal, on parle de faire la transition écologique sans laisser personne derrière. Et donc, c'est toujours important de dire, puis j'ai vu Boris tout à l'heure qui en parlait dans le chat,
Donc, oui, une transition écologique, oui, on parle d'écologie, d'environnement et tout ça, mais sans laisser personne derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte dimension sociale à la transition écologique. Alors, nous avons choisi pour ce premier budget participatif de la ville d'aller franchement dans ces thématiques-là. On s'entend, elles sont quand même assez larges pour laisser beaucoup de créativité dans les projets. Donc, on a demandé aux gens de déposer dans un des 4 défis, donc lutter contre les changements climatiques et s'y adapter, protéger la nature en ville, produire et consommer autrement et favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion. Et donc, on a donné, là, vous le voyez, là, quelques exemples aux gens s'ils en avaient besoin, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas vraiment eu besoin d'avoir des exemples parce qu'ils ont trouvé beaucoup de projets. Je vous ai mis aussi le site Internet où vous pouvez le trouver. Réalisons Montréal, c'est une plateforme participative qu'on a développée à Montréal. Donc, tous les grands projets de consultation publique, de participation citoyenne sont sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, vous pourriez aussi par la suite aller le consulter et le budget participatif est là également. Mhm. Donc, le premier budget participatif, nous avons choisi d'aller avec du PTI, donc de l'argent en investissement, 10 millions de dollars en investissement. Puis ça dépend comment on regarde, ça peut être beaucoup ou ça peut être peu. En fait, pour l'instant, c'est quand même la plus grosse démarche au Canada. Et pour un premier, bon, on va dire que c'est un beau défi déjà, surtout en temps de COVID. Donc, les gens ont déposé par Internet hein, parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire de séances publiques. Là, je sais que c'est différent dans les pays, mais ici, là, on est vraiment, presque tout le monde est à la maison, là, donc on n'a pas de réunion en public. 600 projets ont été déposés. On a eu un problème, mais on savait que ce n'était pas évident. Là. Comme c'est de l'argent en immobilisation, beaucoup de gens ont déposé des projets qui sont plutôt dans du budget de fonctionnement. Donc, il y a une bonne partie des projets qu'on a dû refuser parce que ça ne cadrait pas du tout là, dans les objectifs budgétaires. Ceci dit, on est en train de voir, puis peut-être que le 10 millions sera finalement peut-être 8 en immobilisation et 2 en budget de fonctionnement, là, mais c'est à voir. Donc, on a regardé à peu près la moitié des projets. On a un comité de pilotage aussi formé beaucoup de gens dans la fonction publique. Et moi, je dis toujours aux citoyens, quand on fait des assemblées du budget participatif, qu'en fait, les gens qui travaillent le plus dans le budget participatif, c'est beaucoup la fonction publique. Hein, c'est la fonction publique qui analyse la faisabilité aussi, qui accompagne. Mais on veut toujours que la société civile soit là et pas que pour voter et proposer. Et c'est ce qu'on est en ce moment en train de faire. Donc, avec les à peu près 300 projets restants, il y a 4 comités. On a fait un appel à candidature pour des gens de la société civile qui viennent siéger à ces comités. Donc, on a 4 comités formés et d'employés municipaux et de société civile qui travaillent ensemble à concrétiser les projets. Parce que souvent, les projets, c'est une idée, c'est un peu vague. Comment ça peut atterrir vraiment sur le terrain, là, à quel endroit précis, que c'est un terrain municipal, bon, toutes ces choses-là. Donc, ils sont en train de faire ça. C'est un travail gigantesque qu'ils sont en train de réaliser. Et on a choisi, autant en arrondissement qu'à la ville, et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour nous, que les gens qui ont le droit de vote, donc, ce sont toutes les personnes de 12 ans et plus. Donc, on va rejoindre ce qu'on appelle chez nous le secondaire, là. Donc les jeunes, sans condition de nationalité. Donc, on n'a pas besoin d'être citoyen canadien, contrairement aux autres élections. Et on peut voter toutes les personnes qui habitent donc à Montréal. Et je faisais un clin d'œil sur finalement un des budgets participatifs qui est terminé à Montréal, qui est dans mon arrondissement, Antique-Cartierville, qu'on a fait en 2019. Alors, 250 000, vous voyez, l'échelle est vraiment plus petite. Nous, on a 135 000 habitants. 100 projets soumis, puis il y en a eu 11 sur le bulletin de vote, finalement 3 priorisés. Alors, j'ai vraiment vu 5 à Bordeaux. Mon Dieu, c'est extraordinaire comme participation parce que nous, à 1 là, on a travaillé fort pour avoir 1 de participation publique et on était fiers. On nous a dit qu'en Amérique du Nord, c'était pas mal le barème, mais bon, on verra. Et on n'avait pas la transition écologique comme sujet, mais c'était vraiment, il fallait quand même que ça cadre là, dans les plans de l'arrondissement. Et le premier qui a été priorisé, de loin, c'est un projet de récupération du verre. Et ça marche incroyable. Et des gens de partout à Montréal viennent
dans nos 2 localisations d'Untic-Cartierville pour déposer leur verre qui est recyclé et qui refait du verre là, dans un circuit court avec 2 entreprises, en fait, là, qui sont situées sur le territoire québécois. Donc, voilà, c'est comme ça que les gens connaissent maintenant le budget participatif. Et pour terminer, donc, effectivement, j'ai beaucoup apprécié l'étude et ça nous permet de nous sortir aussi de notre réalité quotidienne, de voir toutes ces expériences ailleurs dans le monde. Et ce que j'ai réalisé en voyant toutes les diversités de budgets participatifs dans le monde, c'est ce qu'on a vécu un peu, c'est qu'on s'est dit, bien, il y en a plein maintenant des budgets participatifs, donc on va juste faire une revue de littérature, puis on va trouver un modèle, puis on va l'appliquer à Montréal. Et non, et non, et c'est ce qu'on voit, et c'est bien, hein, c'est qu'il y a tellement un ancrage local et c'est que les villes sont tellement différentes les unes avec les autres. Puis Montréal, en fait, on est quand même assez unique avec notre organisation politico-administrative. Donc, les villes ne peuvent pas faire l'économie de trouver un modèle, d'aller chercher un modèle et de l'appliquer tel quel. Donc, ça prend aussi, et c'est à la fois une force et une faiblesse, là, mais ça prend vraiment une implication des élus, mais de la fonction publique aussi beaucoup et de la société civile pour déjà même penser le modèle de budget participatif. Et ensuite, de penser la réalisation des projets. Et on l'a vu un peu dans différents cas aussi. Et moi, c'est ce qui m'a surpris personnellement, parce que ça fait 15 ans là, que je lis sur les expériences de budget participatif ailleurs dans le monde avant d'en faire. Ben, ça a l'air tout simple une fois que tu as voté le projet, mais en fait, c'est là que ça commence la difficulté. C'est qu'on a un projet à réaliser. Mais qui le réalise? Est-ce que c'est des citoyens? Est-ce qu'on permet à des gens de faire un comité? Est-ce qu'on donne des contrats? Et donc, ça, c'est toute une autre discussion. Puis après, on est très encadré aussi par des lois. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Et le rôle des organisations semble lucratif, en tout cas chez nous, ou des ONG peut-être ailleurs. C'est la société civile, mais ce n'est pas des citoyens. Ce n'est pas des institutions publiques non plus. Donc, il y a quand même une question éthique, à mon sens, à se poser, de savoir comment on articule tous ces acteurs autour du budget participatif et quel est le rôle de chacun à la fois dans la mobilisation, dans le fait de soumettre des projets et de les réaliser par la suite et peut-être même de les payer. Là. La proposition de budget solidaire m'apparaît très, très porteuse. Donc, voilà, je m'arrête là-dessus puis j'ai très hâte de poursuivre les partages. Merci.